nous allons passer à une séquence très différente, mais également très importante et très souvent demandée par nos Français à l'étranger, qui concerne les droits de la personne au sens les mariages, les divorces, les séparations, les enlèvements d'enfants. Les enlèvements d'enfants, c'est un problème vraiment aigu qui concerne peu de personnes, mais croyez-moi, c'est extrêmement douloureux quand ça traverse les frontières et très compliqué à résoudre. Nous avons pour cette table ronde Pierre-Yves Leborgne, ancien député qui était pour la zone Allemagne et Europe de l'Est. Et puis à ses côtés, nous partons à Montréal d'une part et puis en Autriche d'autre part avec Frédéric Bove et Fabrice Testard. Je vous passe la parole à tous les deux. Alors, Fabrice, je Frédéric. vais prendre la parole parce que je voyais qu'elle n'était pas prise, peut-être pour la passer immédiatement à Fabrice et à Frédéric. Parfait, parfait. Bon, je vais commencer. Donc, Fabrice Tressard, Modem Autriche, Slovaquie, Slovénie. Donc, tout d'abord, merci à La République En Marche d'organiser les 24 heures des Français à l'étranger. Donc, j'aurais donc un petit mot pour Pierre-Yves, qui est notre expert en droit, donc sur le divorce. Hélas, hein, ça commence sur des sujets qui fâchent sur le divorce en Autriche, Slovaquie et Slovénie. Donc, on sait, hein, c'est une évidence qu'au niveau du droit de la famille, le divorce, c'est le problème numéro un auquel est confronté les conseillers des Français. Et on sait aussi que le problème dans les divorces, c'est d'abord que les couples ne s'entendent plus. Donc c'est important de garder ce point en tête, parce que le problème n'est pas la législation autrichienne, slovaque ou slovène. Il y a d'abord et avant tout un problème de couple. Donc, en Europe, parce que là, nous sommes en Europe, donc il y a Erasmus. Si on va vers nos amis allemands, il y a l'Office franco-allemand de la jeunesse, il y a beaucoup de VIE. Quelque part, il n'y a pas beaucoup de services après-vente. Donc, il y a des mariages hein, et donc mécaniquement des divorces. Et là, ça, dans les divorces conflictuels, c'est souvent le plus malin qui gagne, hein, celui qui sait où il va, qui maîtrise les mécanismes, et donc souvent celui qui joue à domicile. Concrètement, hein, dans le cas d'un divorce franco-autrichien, le juge favorisera le côté autrichien. C'est statistiquement très clair. Alors, comment faire pour que ça se passe mieux? Donc, alors, il y a l'école française, parce qu'un enfant qui est scolarisé à l'école autrichienne, slovaque ou slovène, le juge considérera qu'il doit continuer sa scolarité là où il est. Ça, c'est un fait acquis. S'il y a l'école française, ça ouvre des options. Alors, ça ouvre des options si aucun des parents n'est de la nationalité du pays. Si c'est en Slovaquie, un couple franco-espagnol, donc là, effectivement, on va pouvoir faire quelque chose. Un couple franco-slovaque, hélas, ça va être, encore une fois, statistiquement très compliqué pour le français. Prévoir le pire. Alors, prévoir le pire, on sait que dans la notion de contrat de mariage avec séparation des biens, par exemple, n'existe pas en Slovaquie. Cependant, en Slovaquie, il est aussi possible de retirer les éléments des biens communs après le mariage, par acte notarié. Donc, on ne fait pas avant, on fait après. Mais c'est possible de faire des choses. Et comment concrètement on va pouvoir améliorer la situation? Alors, quelque chose d'assez concret, d'assez facile à faire. Alors, je ne sais pas si il serait malvenu de distribuer au consulat hein, une petite note d'information sur le droit de la famille autrichienne, slovaque ou slovène lors d'un mariage. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur tempo, mais tout de même, c'est quand même un peu l'occasion. Et si les statistiques sont disponibles, il faut aussi les fournir. Hein. Si dans le cas d'un divorce entre un Français et une Slovaque, dans 100% des cas, la garde sera donnée à la mère, le savoir en avance évite les frustrations. Et on évitera surtout des ressentiments envers le pays de son conjoint. Donc, en plus des problèmes de couple, il se greffe aussi énormément des problèmes, concrètement des Français qui sont très fâchés envers la Slovaquie, l'Autriche ou la Slovénie. Donc, sachant que les enfants sont franco-slovaques ou franco-autrichiens ou franco-slovènes,
ça crée des difficultés supplémentaires. Alors, si on revient sur les solutions, alors, solution, c'est peut-être une fausse bonne idée, mais est-ce qu'on pourrait concevoir un droit de la famille européen? Je sais que l'AFE a travaillé dessus, parce que si on sait qu'il y a des biais statistiques en cas de divorce, peut-on imaginer une juridiction européenne? Par exemple, un juge néerlandais, finlandais ou espagnol pour s'occuper d'un divorce franco-slovène. Ça pourrait être une solution. Donc ça, c'est mes questions par rapport au divorce. J'aurais aussi un point sur les problèmes de succession, mais peut-être qu'on peut d'abord commencer à répondre sur ce qui est pour moi le problème numéro 1 au niveau du droit de la famille, c'est les divorces en Europe. Bon, dans le monde, j'imagine que la problématique est similaire. Je laisse la parole à Pierre-Yves, qui est notre expert. J'allais plutôt suggérer que Frédéric la prenne la parole pour avoir un éclairage qui ne soit pas européen. Puis ensuite, je balayerai, disons, le champ de tous les sujets qui relèvent du droit de la famille et de sa dimension transnationale, à partir, bien sûr, du mariage. On va commencer par les choses joyeuses, pour glisser vers les choses moins drôles, qui sont celles du divorce et de l'autorité parentale, et pour les choses complètement déprimantes, qui sont la fin de vie. Le mariage se passe généralement très bien. Oui, non, il faut partir du principe que le mariage est toujours une excellente idée. Je peux d'ailleurs le confirmer. Mais j'anticipe sur ce que je vais raconter, donc je laisse Frédéric volontiers. Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Yves, bonjour Fabrice. Eh bien, écoutez, ici en direct de Montréal, et content de vous retrouver tous ensemble. Hein. Je suis aussi la tête de liste pour les élections des Français, des conseillers des Français de l'étranger, donc ici sur la 4e circonscription du Canada. Donc, vous l'avez dit, globalement, le mariage est le bon moment. Il y a souvent contrat de mariage, et si contrat de mariage, l'important, c'est que si on vient à se marier, notamment en France, par exemple, qu'on fasse reconnaître déjà ce contrat-là par un acte notarié dans le nouveau pays de résidence. Ça permet déjà d'asseoir les choses d'un point de vue juridique et de bien les inscrire dans une problématique de droit. Et vous le savez mieux que moi, malheureusement, on n'aime pas penser aux problèmes qui pourraient arriver quand on se marie, mais il vaut mieux les anticiper pour que les choses soient claires par la suite. C'est déjà une première chose. Si cela n'est pas fait, s'il n'y a pas de contrat de mariage réellement, c'est sûr qu'ensuite, les choses peuvent devenir plus compliquées. Il reste que, même ici, il y a 2 types de divorce. Il y a le divorce sans conflit et il y a le divorce conflictuel dont tu as parlé, Fabrice, et qui est celui qui, effectivement, donne le plus lieu à un chemin qui peut être beaucoup plus long et juridiquement parlant. Donc, déjà, pour pouvoir divorcer au Québec, on va parler du Québec parce que vous savez qu'au Canada, il y a 2 juridictions. Il y a une juridiction fédérale et une juridiction de type provincial, et que la juridiction de type provincial, si on est au Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, c'est là où on va aller, notamment pour les questions juridiques, droit de la famille en particulier, et surtout une problématique de type provincial ici. Donc, il faut au moins, pour pouvoir divorcer au Québec, qu'un des 2 soit au Québec depuis au moins 1 an. Donc, c'est déjà une première chose. Alors, les lois applicables, si on vient de divorcer, et ce n'est pas forcément la loi du Québec qui va s'appliquer, c'est le juge qui va juger de savoir sous quelle juridiction cela peut se faire. Alors, effectivement, il peut y avoir des sensibilités si un des 2 parents est québécois, mais si les 2 parents sont français et qui divorcent au Québec, c'est fortement possible, il reste à voir quel droit il va être appliqué. Et ça, souvent, c'est une décision de droit, de quel régime matrimonial il va en ressortir. Souvent, et tu l'as dit Fabrice aussi, s'il y en a un des 2 qui n'est pas du même nationalité, on va aller chercher la loi qui est la plus favorable. Donc c'est là où les choses peuvent se tendre. On va pouvoir être jugé sur une loi qui peut être plus favorable au père, à la mère, ou en fonction des problématiques. Et je n'ai pas dit aussi une chose, les
les mariages entre couples de même sexe ne sont pas du tout aussi reconnus dans tous les pays. Donc ça aussi, ça peut apporter une autre type de problématique quand on veut, on importe, j'allais dire, si vous passez ce terme qui n'est pas vraiment juridique mais économique, le contrat de mariage. Donc, il faut vraiment tout baliser au mieux possible et tout anticiper pour que ensuite les cas de divorce puissent se faire de manière assez nette. On parlera peut-être ensuite des problématiques de garde d'enfants en particulier, mais là, je laisserai aussi Pierre-Yves enchaîner. Merci Frédéric et merci Fabrice. J'interviens dans ce débat finalement à deux titres. Le titre le plus immédiat, c'est celui de s'être marié hors de France avec une ressortissante d'un autre pays que celui dans lequel nous nous sommes mariés et d'avoir une vie assez classique de Français à l'étranger. Et en plus, au moment du mariage, d'avoir fait le choix du mariage par contrat, c'est-à-dire par séparation des biens. Donc j'ai quelque part un regard sur ce que doit être une dynamique contractuelle dans l'ordre du mariage qui n'est pas spontanément commune dans l'approche qu'ont les Français à l'égard du mariage, où on pratique volontiers un régime universel qui ne connaît pas le contrat, à la différence notamment des Allemands qui ont, eux, dans leur tête, complètement une logique de contrat. Mais j'interviens aussi parce que dans les 5 ans où j'ai passé ma vie à courir partout dans les pays d'Europe centrale et des Balkans et d'Allemagne comme député, et au fond aussi, dans les 10 années que j'avais passées auparavant à l'Assemblée des Français de l'étranger, je me suis retrouvé très fréquemment face à des problématiques qui relevaient du droit de la famille, depuis les choses les plus heureuses, et c'est ce que j'avais commencé à expliquer avant que Frédéric ne prenne la parole, jusqu'aux choses les plus malheureuses qui sont la fin de vie. Et ça m'a fait sentir comme un élément conducteur qui va de ce moment où l'on choisit de se marier ou de nouer un contrat d'union civile, voire même aujourd'hui, puisque c'est possible dans un certain nombre de pays d'avoir un mariage avec une personne de même sexe, jusqu'aux choses tragiques qui sont le décès, l'ouverture du droit aux successions, des choses même limite sordides du style retour des dépouilles aussi. Ces questions-là se posent, et ce que j'ai vu comme fil conducteur, c'est la recherche de la sécurité juridique. À la fois de manière précautionneuse, par des gens qui s'en ouvraient à moi comme élu, mais aussi dans des situations bien malheureusement plus courantes, de nature catastrophique, où le mauvaise histoire, le malheur parfois s'était produit, et on courait derrière la sécurité juridique qu'on n'avait pas. Je l'ai vu bien sûr sur le divorce, je l'ai vu sur la question de l'autorité parentale, et de savoir qui de l'homme ou de la femme doit avoir la garde de l'enfant, ou comment organiser une garde partagée quand c'est possible. J'ai pu voir aussi des conflits en matière de droit fiscal se rattachant à l'exportation des prestations alimentaires de la part d'un ex-conjoint vis-à-vis de l'autre ex-conjoint lorsqu'il y avait un pays de différence entre les deux. Et pour donner un exemple bien précis, je pense à une maman qui était sur la Côte d'Azur avec un ex-conjoint qui était dans le nord de l'Allemagne. L'Allemagne mangeait fiscalement un bout de la pension alimentaire quand elle partait du compte en banque allemand vers le compte en banque français. Et quand ça arrivait sur le compte en banque français, le fisc français se servait aussi, ce qui fait qu'à l'arrivée, la maman qui attendait la prestation alimentaire n'avait plus vraiment ce que le juge en Allemagne avait décidé qu'elle aurait. Ce sujet, moi, m'a beaucoup marqué parce que c'est un thème sur lequel, spontanément, on parle peu, à la fois parce que c'est un sujet vachement intime et à propos duquel les gens sont assez réticents à s'ouvrir, ou alors quand ils s'expriment, c'est en général quand les choses sont déjà assez déconstruites et qu'il faut ramer derrière pour essayer d'apporter une solution. Et c'est spontanément d'ailleurs plus vers les élus que les gens partagent leur misère que vers les autorités diplomatiques et consulaires. Et ça me marquait beaucoup dans les questions de mariage et de conflits d'autorité parentale, parce qu'en Allemagne en particulier, où existe une institution qui s'appelle le Jugendamt, l'Office de la jeunesse,
qui fait que lorsque l'on divorce, en fait, on divorce pas simplement avec un homme, une femme, mais on divorce avec un homme, une femme et le Jugendamt, lequel a une influence assez conséquente sur le juge du droit de la famille, et ça aboutit en règle générale à privilégier la présence en Allemagne des enfants, pas nécessairement le parent allemand, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais la présence en Allemagne des enfants. Et ça peut aller jusqu'à une situation où un couple absolument franco-français vivant en Allemagne divorce, le Jugendamt est à l'intérieur du débat et le juge influencé par le Jugendamt ira chercher une solution qui maintiendra les enfants plutôt en Allemagne qu'ailleurs. Cette chose-là m'a beaucoup marqué. Et ce qui me frappait dans les débats, et sincèrement, je ne faisais pas une permanence sur 2 en Allemagne sans voir arriver un père ou une mère qui avait cette question. Ce qui me marquait, c'était l'extrême pauvreté de l'information qu'avaient ces personnes sujettes à cette grande misère avant de l'affronter. Et c'est très gênant quand vous êtes élu de retourner vers les jeunes en particulier qui vont se marier en disant c'est bien de se marier, c'est plutôt joyeux, mais partez du principe que dans un cas sur 2, vous allez divorcer, et donc faites un contrat de mariage. Vous passez pour absolument bégueule, oiseau de mauvais augure, mais c'est une réalité. Et en cours de mandat, je me suis retrouvé presque, je me suis même vu d'ailleurs, conseiller dans des réunions publiques de compte rendu de mandat que je faisais à des gens qui m'interrogeaient devant les autres en disant visez la sécurité juridique. Ça vaut pour le mariage, ça vaut de fait pour l'autorité parentale dans l'hypothèse de la dissolution du mariage, ça doit nous amener plutôt à privilégier une démarche de contrat quand elle existe, ça doit nous amener dans le cadre franco-allemand à aller rechercher le mariage franco-allemand, qui est un régime matrimonial dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée, qui est quelque part la combinaison des deux. C'est un système de droit réduit aux acquets. Mais après, quand on se déplace sur le reste de la vie, la recherche de la sécurité juridique, elle est aussi à privilégier. Regardez par exemple l'approche de la dépendance, le grand âge. L'hypothèse où une personne qui pourrait se retrouver en couple dans un pays étranger envisage qu'à un moment, elle peut être seule, veuvage, par exemple. On vit vieux dans un pays qui n'est pas le nôtre, dont on peut ne pas avoir la nationalité, dont on peut ne pas maîtriser totalement la langue et dont, par définition, il est probable qu'on ne maîtrise pas le détail du cadre juridique. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler sur la manifestation des volontés. Là aussi, ce n'est pas joyeux. Mais manifestation des volontés à l'égard du traitement que l'on veut avoir s'il faut un traitement, à l'égard de ce que l'on souhaite être sa fin de vie si on perd complètement conscience de soi-même. Manifestation des volontés, c'est au fond aussi d'anticiper le sujet de l'héritage et de pouvoir le faire en déterminant quel droit de l'héritage s'appliquera. Français à l'étranger, il est très probable que nous ayons au moins 2 pays dans lesquels le droit à l'héritage peut s'ouvrir, droit de succession, voire davantage. En Europe, nous avons un règlement successoral européen qui date maintenant de quelques années, 2015, je crois, sur son application, qui trace, et c'est un atout considérable, une sorte de chemin qui permet de déterminer que le droit applicable est le droit de dernière résidence du défunt. Mais par défaut, on peut aussi choisir le droit du pays du défunt en question. Il faut simplement savoir que dans le droit de l'héritage, vous n'avez pas la question du droit fiscal et vous n'avez pas non plus la question se rapportant aux donations-partage transnationales. Ce qui conduit nécessairement, là aussi, à appeler plutôt l'attention des personnes en disant préparez ce qui sera malheureusement l'étape ultime, mais préparez-la en déterminant le droit qui s'appliquera et en essayant de visualiser ce que fiscalement ça veut dire pour vous un peu, mais surtout ceux qui hériteront. Ces choses sont importantes. Ça nous amène à traiter le mariage, le divorce, l'autorité parentale, les enlèvements d'enfants dont parlait Anne. J'en ai traité malheureusement beaucoup comme élu. Et rapidement, d'ailleurs, à force de m'intéresser à ces sujets-là,
je me suis retrouvé à les traiter en dehors de mon cadre géographique de député d'Europe centrale, puisque je me suis occupé d'un enfant en particulier qui était retenu en Argentine et d'autres enfants qui étaient retenus en Égypte. Mais c'est de pouvoir alerter les autorités françaises. Et j'en viens au rôle du conseiller consulaire maintenant. Parce qu'on peut se dire, on est dans un cadre tellement global qu'on a du mal à voir ce en quoi un conseiller consulaire peut intervenir. La première chose que le conseiller consulaire doit faire, et dans le cadre du conseil consulaire, ou conseiller des Français de l'étranger, un peu daté dans mon expression, c'est de partager l'information avec ses collègues. Mieux vaut mutualiser ces choses-là de manière à faire môle à l'égard des autorités diplomatiques et consulaires, puisque par définition, il faut partir du principe que vous, élus, vous en saurez plus qu'elles. Les gens se seront beaucoup plus ouverts à vous qu'elles n'auront été s'ouvrir au consul ou à quelqu'un de ses services. C'est le premier sujet, parce que les chiffres pèsent. Lorsque je traitais des questions liées au Jugendamt en Allemagne et de la difficulté des divorces et de l'autorité parentale, à chaque fois, j'avais une réponse de nos autorités, à la fois en Allemagne comme au Quai d'Orsay, disons, mais c'est juste 14 ou 15 couples ou ex-couples. Et moi, je chiffrais par centaines des situations comme ça. Et donc, il y avait une espèce d'écart qui laissait penser les autorités parisiennes que j'avais un peu perdu la tête ou j'avais un peu gonflé les chiffres en surjouant un sujet, alors qu'en vérité, je voyais une granularité quasiment ville par ville de ces misères que je ne retrouvais pas dans l'appréciation. Parce qu'on Pierre-Yves, mais pourquoi il y avait cette disparité-là et pourquoi les personnes se confiaient plus à l'élu qu'à l'administration en tant que telle? Excuse-moi de t'interrompre, mais la question me volait. C'est la bonne question, Frédéric. Je pense que on est dans la difficulté plus à l'aise face à un élu qu'on ne l'est face au formalisme de l'administration. Peut-être que ça dépend de l'humanité des élus en question aussi, hein, c'est possible, mais on se lâche plus à l'égard d'un élu dans une permanence organisée par un élu que lorsqu'on prend rendez-vous pour aller au consulat. Et ça, je l'ai constaté tout de suite en rentrant dans la vie publique, tant à la fois à l'Assemblée des Français de l'étranger qu'à l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est que si les élus eux-mêmes mutualisent tous ces sujets qui leur reviennent et les présentent à l'intérieur du conseil consulaire aux autorités du pays concerné, diplomatique française dans le pays concerné, voire avec un relais vers nos parlementaires vis-à-vis du gouvernement, ça pèse tout de suite beaucoup plus que si vous vous retrouvez tout seul, conseiller ou conseillère des Français de l'étranger dans un pays lointain, à vous battre sur une question qui peut être franco-égyptienne ou franco-argentine ou franco-australienne. Après, il faut rechercher aussi à l'intérieur de l'administration diplomatique et consulaire, s'il y en a un, le magistrat de liaison, une personne importante à l'intérieur du poste. Parce que c'est la personne qui va maîtriser le mieux la relation bilatérale en droit avec le pays dans lequel le poste est installé, comme également la dimension transnationale du sujet qui se noue, qu'il s'agisse de divorce, de garde d'enfants ou de succession. Et surtout, dans une forme de réflexion collective que le Conseil consulaire doit avoir, il est largement possible d'appréhender ce qu'il faudrait que le droit devienne pour pouvoir prévenir ce genre de situation. Et j'en viens à l'une des suggestions que faisait Fabrice, en tout cas pour la partie européenne de ce sujet. Est-il possible d'imaginer un droit européen, un droit matériel de la famille? Si vous allez sur les traités, sur le fonctionnement de l'Union européenne, traités sur l'Union européenne, spontanément la réponse va être non. Parce qu'il s'agit de régler des situations visant à empêcher les conflits de loi, pas d'aller sur l'élaboration du droit matériel. Mais ça n'empêche pas que bilatéralement, deux pays, voire davantage, décident d'aller sur la matérialité du droit. C'est ce que les Français et les Allemands ont fait sur le mariage. Et le régime matrimonial franco-allemand est d'ailleurs ouvert à la signature et à la ratification d'autres pays. Et je crois que 2 ou 3, en tout cas quand j'ai quitté la vie publique, faisaient ce choix. Et de cette manière, le régime matrimonial franco-allemand peut être un bon benchmark de ce qu'il est possible de faire. Et ce qu'on peut faire sur le mariage,
Non seulement on peut le faire aussi sur le divorce, mais on doit le faire. On doit le faire pour faire migrer la recherche de la sécurité juridique vers toutes les étapes qui nous conduisent à la fin de vie. Cette logique-là, puisqu'elle est extra-traitée en tant que telle, peut aussi s'envisager hors d'Europe. On peut penser faire plus large et conduire ainsi à élaborer progressivement un droit matériel visant la dimension transnationale du droit des personnes. Moi, je pense qu'il faut faire ce genre de choses parce qu'on se retrouve, lorsqu'on est élu, des Français de l'étranger, face à des situations qui sont parfois d'une complexité monstrueuse. La résilience compte plus que tout. Jamais lâcher. Le pire, c'est les enlèvements d'enfants. Parce que retirer, pour extraire un enfant d'un pays dans lequel son père ou sa mère, séparé de l'autre conjoint, l'a amené, demande des années de combat. Mais ce n'est pas impossible. Je l'ai vu sur un exemple franco-égyptien que je citais auparavant, je l'ai vu aussi sur l'exemple franco-argentin. Mais nous n'avons pas, hors d'Europe, l'équivalent du règlement de Bruxelles 2 bis en Europe, qui permet de tracer et d'éviter les déplacements illicites d'enfants. L'Europe, de ce point de vue, peut être aussi une sorte d'éclaireur. Et je pense que c'est de la responsabilité, entre autres, des conseillers des Français de l'étranger que d'arriver à l'illustrer par des exemples en montrant en quoi l'élaboration lente, certes, mais réelle, cependant, du droit européen de la famille permet de trouver petit à petit, un peu comme les cailloux du petit pousset, des chemins qui visent à éviter des misères humaines qui sont dramatiques. Je voudrais vous donner un exemple et j'arrête parce que j'ai le sentiment de vous lâcher beaucoup d'expérience, mais pendant 5 ans, à chaque fois que j'allais à Stuttgart faire une permanence, et c'était probablement de l'ordre de 2 fois par an, je voyais revenir la même maman avec le même enfant. Et je l'aidais autant que je pouvais dans le conflit d'autorité parentale qu'elle avait avec son conjoint, ex-conjoint allemand. Et mes conseils résonnaient peu. Et cette chose-là m'a beaucoup marqué parce que j'avais l'impression que, au-delà de la difficulté de droit qui existait, il y avait la difficulté humaine que la longueur de ces odyssées amène auprès de gens qui finissent par être brisés. Mais brisés, humainement foutus par des années de galère. Et je voyais l'enfant aussi, je voyais cet enfant fatigué, alors qu'il était petit. Et je me dis que là-dessus, on a un devoir de résultat. Nous, acteurs de la vie publique à l'étranger, et en particulier les conseillers des Français de l'étranger, parce que vous allez maîtriser la réalité locale des pays dans lesquels vous vous présentez. Les parlementaires sont un peu plus, sur une géographie plus large, moins en contrôle, et finalement, c'est d'abord à partir de vous que l'on pourra inventer les solutions. Je vais reprendre un point au sujet de la sécurisation juridique. Donc, on a des pays où le contrat de mariage n'existe pas, hein, le concept n'existe pas. Donc, on a ça en Slovaquie, on a ça en Slovénie. Et on a aussi, alors c'est intéressant, au moment où vous avez noté qu'en Allemagne, on allait essayer de garantir, enfin de faire en sorte que l'allemand reste, enfin que l'enfant reste scolarisé en Allemagne, enfin, je simplifie, ou reste en Allemagne. Il y a ce cas aussi en Slovaquie, Autriche, Slovénie. Et c'est vraiment lié à sa scolarité. Donc s'il est scolarisé, un enfant d'un couple franco-français scolarisé à l'école autrichienne, le juge va considérer que le conjoint qui reste en Autriche devra avoir la garde de l'enfant. L'exception, c'est l'école française. Si l'enfant est scolarisé à l'école française, les juges sont beaucoup plus ouverts. C'est un fait. Voilà, c'était un petit bémol. Donc, l'école française, c'est aussi quelque part une sécurisation. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que ça l'est. Il faut le noter, tout en gardant à l'esprit que
un enfant français sur 3 seulement à l'étranger est scolarisé dans une école française, ce qui veut dire que 2 sur 3 sont ailleurs. Ou n'habitent pas dans une ville qui est à proximité des centres de l'école française et donc se retrouvent à l'école du pays de résidence. Ces sujets-là demandent un besoin d'information considérable et je voyais certains des commentaires et questions qui sont faites, notamment un message de Pierre Gass à nous tous panélistes sur le fait d'écouter Madame Sparrow, qui est ou était, je ne sais plus bien, conseillère des Français de Grande-Bretagne. C'est vrai, c'est une avocate très reconnue internationalement sur ces sujets. Moi j'appelle sincèrement au partage, à la mutualisation de toutes ces réalités pour essayer de trouver des solutions. Reconnaissance du contrat de mariage, c'est important, mais je reviens à ce que disait Frédéric un peu plus tôt. La démarche notariée préalable permet d'asseoir dans le droit du pays de résidence une organisation contractuelle venant d'un autre pays. Et ce réflexe, on doit l'avoir, mais on doit l'avoir en le disant aussi. En disant, lorsque vous arrivez dans un pays avec un cadre juridique vous unissant à quelqu'un, essayez autant que faire se peut, au regard du droit du pays dans lequel vous vous installez, de faire reconnaître ça, parce que c'est votre sécurité. La base, c'est d'abord ça. Ça veut dire, je viens notamment au régime matrimonial s'appliquant aux couples de même sexe, de savoir appréhender ce qui relève de l'ordre public pour des pays qui n'ont pas le mariage de même sexe et ceux qui n'en aient pas. Et donc de ne pas être surpris du traitement que l'on peut avoir en passant avec son conjoint de même sexe dans un autre pays où l'accueil en droit ne sera pas le même. J'ai eu beaucoup cette question quand j'étais député, au moment où l'Allemagne n'avait pas encore légiféré sur les couples de même sexe et où beaucoup de compatriotes en Allemagne qui souhaitaient épouser leur conjoint en France me demandaient ce qu'il en serait de la pratique allemande au retour. Par définition, on ne pouvait pas demander aux Allemands de reconnaître un mariage venant d'un autre pays, alors qu'eux-mêmes ne l'avaient pas. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Mais il y a d'autres pays en Europe et dans le monde où le mariage de même sexe n'existe pas. Et donc, il faut aussi pouvoir protéger son conjoint et inversement dans une démarche d'expatriation. Et puis, peut-être faut-il aussi, et là je viens à un sujet qui demande vraiment un travail de fond que je m'étais efforcé de faire comme député. Ça m'avait valu réellement 2 mois de boulot avec mes collaborateurs, qui était une étude comparative sur l'expression des volontés en droit français et en droit allemand. Et le seul fait qu'on ait bossé aussi longtemps sur ce sujet montrait l'énormité de ce qu'il fallait faire. Et j'aurais souhaité, quand j'étais à l'Assemblée, pouvoir le faire pour les 15 autres États de ma circonscription. Et bien sûr, je n'avais ni les ressources ni le temps de le faire. Mais la solitude à l'étranger, c'est une chose qui existe. La vieillesse à l'étranger, c'est une chose qui existe ou qui viendra. Et il faut pouvoir imaginer ce que l'on veut que sa fin de vie soit. Et je le dis aujourd'hui, j'ai perdu un ami cher qui était très âgé en Allemagne, presque centenaire, et qui a certainement connu dans ces derniers mois une interrogation de ce type. Il faut pouvoir savoir ce qu'il faut faire en termes de droit du pays de résidence pour être protégé. Ça vaut pour la tutelle aussi, tutelle sur les majeurs incapables en particulier. Sur ça, il y a un besoin d'information et je pense que c'est aussi le rôle des conseillers des Français de l'étranger et du conseil consulaire que d'appeler l'attention de nos postes sur la nécessité de partager beaucoup plus largement l'information. Je pense que là-dessus, si tu me permets, Pierre-Yves, effectivement, sur le rôle du conseiller, c'est une chose sur laquelle nous, on essaie de mettre l'accent dans notre campagne. On constate, c'est que ce rôle est peu connu, donc on a un enjeu, c'est de le faire connaître, et j'allais même dire un devoir une fois qu'on sera élu. Et justement, de par ce rôle-là et l'accueil qu'on peut avoir, notamment vers les nouveaux arrivants, de tout de suite leur dire et leur conseiller que, comme on l'a dit,
que le principe de passer vers un notaire pour valider un contrat de mariage, pour rendre transparent aussi les avoirs qu'on peut avoir laissés en France en particulier. Et je vais le dire dans un cadre précis. Le cadre aussi où les deux parents viennent à décéder de par un accident malheureux de la vie, de parents français au Canada ici par exemple, et laissent les enfants. La question de la tutelle se fait comment à ce moment-là aussi? Et on veut pas y penser, on n'a pas envie d'y penser, on sort souvent d'un mariage, tout va bien, on a les enfants, on est en pleine force de l'âge, le travail va bien. Pourquoi penserait-on à ça? Mais passer par un testament qui permet d'inscrire qui va donner la tutelle, qui va être garant responsable des enfants, de parfois même créer une fiducie avec une autorité qui va gérer cette fiducie pour l'avenir des enfants. C'est sûr, c'est se plonger dans des moments où on n'a pas envie d'y penser, mais qui malheureusement peut arriver. Et ça, c'est des conditions où je trouve aussi où l'expérience du conseiller des Français à l'étranger, et rappelons-le parce qu'on a vécu l'expatriation, on a vécu l'installation dans un autre pays, on est passé par cette expérience-là, par les déceptions, par les échecs, les réussites, l'adaptation parfois que ça demande et tout ce questionnement. Ça aussi, ça fait partie peut-être à la différence d'une administration qui gère les choses froidement, et c'est ce qu'on lui demande. Je ne suis absolument pas péjoratif quand je dis ça, parce qu'elle est nécessaire. Mais c'est justement où là, le rôle de l'élu aussi est assez intéressant avec les instances consulaires, mais aussi avec les instances gouvernementales locales, parce qu'il y a aussi une forme d'explication, de pédagogie, parce que nous sommes sur le terrain et parfois, par exemple, un sénateur, un député des Français à l'étranger, on le sait, est dans sa circonscription. Il est aussi à l'Assemblée nationale en France et donc la situation sur le terrain fait aussi qu'on arrive à bien l'apprécier. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de dessiner là, et je me permets cette intervention, c'est à quel point ce rôle, si on le lit dans les textes, il est très circonstancié, il est même très limité, mais du moment où on commence à lui donner une forme beaucoup plus souple et beaucoup plus axée sur l'expérience humaine de l'expatriation, du vivre à l'étranger, ça devient un rôle essentiel, notamment du part qu'il y a quand même plus de 3 millions de Français qui sont à l'étranger. Oui, oui, tout à fait. Je crois que ce que tu dis là, Frédéric, est le plus vrai. Le conseil consulaire sera ce que vous en ferez, vous, conseiller des Français de l'étranger. Il y a à la fois le texte de la loi de 2013-2014 et son application, et ce que pourraient être les priorités du mandat qui s'ouvrira à partir de la fin du mois de mai. Et moi, je ne pourrais, au regard de l'expérience qui a pu être la mienne, que vous encourager à placer les sujets de dimension transnationale du droit de la famille au centre de votre mandat d'action pour 5 ans, parce qu'en 5 ans, on peut faire du bon boulot, à la fois au service des Français de vos circonscriptions respectives, mais dans une démarche aussi qui doit être celle de la mutualisation et des problématiques et des solutions. Et les solutions, c'est notamment celle que tu tresses, Frédéric, c'est comment créer la sécurité juridique, y compris par une démarche notariale, si jamais il le fallait, pour garantir sa propre vie et surtout la vie des membres de sa famille. Et l'exemple, en effet, d'enfants qui se retrouveraient sans les parents à l'étranger requiert une dynamique précautionneuse. Et là, je viens à l'une des questions qui nous est posée par Patrice Ayane, si je le lis bien. Que faire si, avec un bébé eu à l'étranger et une compagne étrangère, bébé de nationalité française, on rentre en France? Comment pouvoir rentrer en France avec le bébé et la compagne? On peut rechercher des solutions, mais ma recommandation super prosaïque, c'est viser le plus immédiat en termes de sécurité juridique. Et si la sécurité juridique, c'est le mariage, mariez-vous. Ça peut apparaître un peu directif, ce que je vous dis, mais cherchez la sécurité juridique. Ne recherchez pas une galère qui va vous amener 2 ans à une solution qu'on pourrait trouver probablement, mais qui vous expose à tant d'aléas. J'ai conscience de ne pas être spécialement romantique en disant des choses comme ça, mais j'en ai tant vu comme élu pendant 15 ans que je préfère recommander les choses les plus immédiates qui existent
pour vous protéger et protéger les vôtres. De manière générale, le droit est assez éloigné du romantisme. Aussi. Donc, alors, Fabrice, oui. Après le divorce, je voudrais revenir sur les problèmes de succession. Bien sûr. Désolé. Alors, dans le cadre d'une succession d'un Français en Allemagne, les consulats d'Allemagne à Paris ou à Marseille, ils reçoivent les Français gratuitement pour leur expliquer en français la procédure. Ça me paraît une bonne idée. Et peut-on imaginer un effort réciproque de la part des consulats français? Alors peut-être que c'est à nous, conseillers des Français, de prendre cet effort, enfin, de faire cet effort, d'aller vers les Autrichiens, les Slovaques et les Slovènes et leur expliquer le cadre d'une succession, d'une succession en France. Je pense, Fabrice, que c'est en effet le rôle des conseillers des Français de l'étranger que de pouvoir le faire, tout en notant bien qu'on ne peut pas s'improviser notaire aussi spontanément. Et donc, il est recommandé plutôt d'essayer, au-delà de l'intuition qui sera la vôtre, de placer haut ce sujet en termes de priorité sur le plan d'action du conseil consulaire, de vous associer à des professionnels qui ont le portefeuille de conseils possibles. Et là, je pense au Conseil supérieur du notariat. Et ça ne vaut pas d'ailleurs que pour la dynamique européenne, parce que je ne voudrais pas que toutes celles et ceux qui nous écoutent imaginent que c'est un débat entre l'hémisphère nord ou Union européenne. C'est un débat pour le globe. Nous avons, dans l'institution qu'est le Conseil supérieur du notariat, des correspondants notaires en France qui, à titre personnel, pour diverses raisons, aiment à traiter l'international, en Europe et hors d'Europe. Et il est possible de créer une sorte de jumelage ou d'organisation qui amène, et on pourrait même aujourd'hui y penser en ligne, de temps à autre, une forme de rendez-vous où, avec des professionnels du droit, des notaires, ces questions-là soient posées avec un petit minimum de consultation qui fasse que la pompe soit amorcée et que vous, élus, derrière cela, vous bossiez avec les notaires pour prendre le relais et avancer vers, disons, un patchwork de solutions possibles. Je l'ai pratiqué dans quelques pays de ma circonscription et j'ai vu que ça marchait franchement très bien. Et à chaque fois que nous organisions d'ailleurs une réunion en tandem avec l'un ou l'autre des notaires qui souhaitaient venir, qui étaient des notaires français mais avec un bout de connaissance du droit du pays partenaire, il y avait un paquet de gens qui venaient, qui étaient juste, mais 10 fois plus que dans les réunions habituelles de compte rendu de mandat, qui montrent à quel point la demande est là. Et je pense que cette manière d'agir, les conseils consulaires peuvent peut-être essayer de la systématiser. Ou en tout cas, sur la longueur de 5 ans de mandat, avoir des moments de rendez-vous où on pourrait se la poser. Je vois d'ailleurs pour le coup une question de Olivier Gibra, oui, exactement, oui. qui dit « Un notaire français est-il compétent en droit fiscal européen ?» Je la lis en même temps que je la découvre. Monsieur Gibra est confronté à une succession due au décès de ses parents en France. Il a reçu une réponse surprenante du notaire français qui souligne qu'il faut que je me rapproche des autorités fiscales du pays dont je vis pour savoir s'il y a une imposition quelconque. Ce qu'il y a ici, c'est qu'un notaire, pour dire, un notaire n'est pas un fiscaliste. Non. Et c'est là où, effectivement, il faut avoir autour de soi, effectivement, la chaîne qu'il faut pour bien s'entourer et que le fiscaliste, qui sera spécialiste à la fois des questions françaises et parfois des questions aussi d'un pays X. Et je prends le cas du Canada et j'invite, on a réalisé un podcast dans le cadre de notre campagne avec un fiscaliste spécialiste de la fiscalité France-Canada et il nous a appris des choses extrêmement intéressantes, notamment sur ce dont on parle aujourd'hui, c'est comment on se prépare à ne pas avoir de problème par la suite, alors que souvent, on n'a pas voulu en créer et on ne se rend pas compte que quand on ne règle pas les choses de la bonne manière, ça devient compliqué. Donc, le notaire n'est pas un fiscaliste, il faut souvent avoir un fiscaliste. Et effectivement, si vous êtes dans un pays autre, l'administration fiscale
de votre pays où vous êtes présentement et où vous payez vos impôts va apprécier la situation, de savoir si effectivement vous avez payé les impôts. Alors, ça dépend des accords que la France va avoir avec le pays X. Par exemple, le Canada a des accords avec la France et souvent, on va payer les impôts du côté canadien. Moi, je suis un résident fiscal canadien, donc je vais payer des impôts du côté canadien dans le cas dont vous donnez. Mais les administrations peuvent aussi communiquer entre elles et voir. Excuse-moi, Pierre-Yves, mais je parlais juste un petit peu de ce que je pouvais savoir là-dessus. Non, mais c'est bien parce que la lecture que tu donnes est commune finalement à la relation que l'on a entre la France et les pays par les conventions fiscales en particulier, qui commandent de comprendre ce qu'est la dynamique du droit des successions et la fiscalité du droit des successions dans la convention fiscale pour ne pas être surpris. Et d'avoir l'assurance que du jour où la succession est organisée, la fiscalité va suivre et qu'on ne va pas se heurter à un système de double imposition sur les successions, comme malheureusement ça peut, moins aujourd'hui, Dieu merci, mais quand même parfois arriver. Il y a dans nos ambassades des conseillers fiscaux. Moi, je ne saurais que trop recommander au conseil consulaire qui se fixerait comme objectif prioritaire les questions de droit de la famille, d'avoir un moment, une réunion où on balaye tout le champ fiscal se rattachant aux obligations familiales. Tout. Et de là, pour le coup, vient, chose dont on a parlé sur d'autres panels, la restitution à destination des Français, la communication que l'on fait à destination des compatriotes, en disant, voilà la lecture, y compris même sur un texte long, mais compréhensible par les Françaises et les Français du pays en question, ce qu'il convient de savoir se rattachant aux successions, se rattachant à un régime de contrat, pour que personne ne soit surpris et que tout le monde soit en situation de s'organiser. C'est du boulot, ce n'est pas spontané dans la démarche d'un conseil consulaire, mais on est une population qui à l'étranger croît, avec une interpénétration de nos régimes juridiques de plus en plus par les mariages mixtes, le fait que l'on ait souvent un conjoint d'une autre nationalité, qui peut ne pas être d'ailleurs la nationalité du pays de résidence, et que très rapidement on se retrouve dans une famille avec 3 ordres juridiques. Il faut pouvoir prévoir quel ordre juridique, quel droit choisir s'il est possible de choisir, et le faire avant que n'arrivent les soucis. Moi, je te laisse, Fabrice Sevel. C'est Pierre. Non, j'allais juste te dire que, et c'est vrai, on vient de parler du droit de la famille, du droit des personnes, effectivement, des questions de succession, des questions fiscales en matière d'imposition. Ce que ça veut dire très, très clairement, je pense que là, on est en train de dire, c'est que le mieux on balise en amont au niveau juridique, et ce n'est pas un réflexe que nous avons tous de manière générale, parce qu'on a envie que les choses se passent bien et on ne voit jamais à mal, parce que quand on parle droit, on pense souvent qu'il y a atteinte à un droit, alors que souvent, c'est une manière de prévenir et de protéger les droits de tous et de chacun, et en particulier dans le cadre d'un mariage, où il y a des possessions, des propriétés, et quand encore plus il y a des enfants, et qu'il faut le prévoir, et que la protection du droit de l'enfant est aussi extrêmement important. Et c'est vrai aussi en matière d'immigration, lorsque l'on part dans un pays autre, il faut faire extrêmement attention et essayer de se baliser au mieux et prendre au moins un conseil au niveau immigration. Et là, je veux le dire très clairement, parce qu'au niveau du Canada, on le sait qu'il y a un certain nombre de problèmes liés au visa actuellement. Et j'en parlais avec une avocate du droit de l'immigration, où elle disait effectivement, avant de partir, pour plein de raisons fiscales, d'immigration, prenez un conseil de type juridique, parce qu'ils balayeront l'ensemble de votre situation et ils verront les points qui peuvent achoper ou qui peuvent revenir comme un bâton ensuite. Et cette expérience-là, je pense qu'elle doit être très importante. Et je te rejoins, Pierre-Yves, il faut prévenir très rapidement les Français, et notamment à leur arrivée sur le territoire, si ce n'est avant. Donc, dans le cas, par exemple, de Fabrice, et moi aussi, parfois, je suis contacté par des Français qui me demandent quelques conseils avant d'arriver ici. Eh bien, souvent, c'est ce que je leur dis. Et si on arrive à le faire, même de manière anticipée, ce sera pour le mieux.
Je termine peut-être avec le sujet le plus glauque sur lequel je m'empresserai d'être court, parce qu'il est tard et je ne voudrais pas qu'on termine tous avec la déprime, mais le pire dans ces situations, c'est le rapatriement des corps ou alors les disparitions. Toute vie d'élu à l'étranger va exposer à ça. Il faut pouvoir comprendre comment les choses se font, nouer le contact en amont avec les autorités diplomatiques et consulaires françaises dans le pays de résidence pour pouvoir, le cas échéant, conseiller une famille dans la peine. J'ai connu ça dans ma circonscription législative, à la fois dans des situations de disparition où l'on traite, où on est à la recherche de quelqu'un, et ça peut durer des années. Et en général, ça ne mène à rien du tout parce que la personne a réellement disparu. Mais ça implique des relations avec le pays de résidence, les autorités de police, les autorités judiciaires. Et le rôle d'un élu, c'est d'être en contrôle de ça, de savoir l'expliquer, conseiller aussi des familles qui, dans ces moments-là, ont malheureusement un tel désespoir qu'il est dur de faire sens. Et c'est un peu le job de l'élu d'essayer d'aider à faire sens. Et je vous assure que c'est des moments de sincère solitude, mais c'est pour ça qu'on se présente aux élections aussi, pour aider les gens, surtout dans des moments comme ça. Et puis aussi, quand la vie s'achève, parfois on peut avoir le souhait de rentrer chez soi pour y être inhumé et de pouvoir conseiller des familles. Ça arrive. J'ai le souvenir, par exemple, d'une question qui m'était posée sur le transfert des cendres, des urnes funéraires d'un pays à l'autre. Et d'être parvenu à un moment à convaincre une dame qu'elle ne pouvait pas, rire avec un petit sourire, mais mettre son mari dans sa valise et prendre l'avion. C'est un peu plus complexe que ça. Et ces sujets-là, on se doit de les traiter, parce qu'ils vont se poser. Dans les 5 ans de mandat que vous aurez, d'une manière ou d'une autre, vous aurez à les affronter. Et là aussi, c'est une question d'information à l'égard de nos compatriotes et peut-être d'attention de nos autorités dans les pays de résidence pour qu'elles haussent un peu la priorité parce que ça se produit de plus en plus souvent, à mesure que la population française à l'étranger croît, à mesure aussi qu'elle vieillit. On a des débats sur les migrations silver, des personnes du 3e et 4e âge qui choisissent de finir leur vie à l'étranger. Malheureusement, ça veut dire aussi la fin de vie. Cette question doit être posée et pas laissée à l'improvisation, à la fois des familles, mais aussi du poste. Je pense que ça fait partie de toutes ces questions qui démarrent de cette dimension joyeuse, ludique du mariage jusqu'à la dimension la plus tragique qui est la fin de vie. Est-ce que je peux me permettre de reprendre la parole en vous remerciant d'abord tous les trois. Merci Pierre-Yves de tous ces conseils. Alors évidemment, c'est un peu lourd comme sujet, c'est un peu triste, mais moi j'en retiens une chose et j'aime bien être positive. Ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est combien il est important de pouvoir s'informer. Alors, je voudrais d'ailleurs pointer du doigt la situation qui est de plus en plus fréquente. Nous avons parlé plus tôt dans la journée des jeunes qui partent en VIE ou en VIA. Mais seulement un jeune, c'est dynamique, ça a plein de vie. Il part en général tout seul comme VIE. Il revient plus rarement tout seul. Et du coup, la rencontre peut se faire dans le pays dans lequel il va faire son VIE ou son VIA, rencontrer un conjoint alors qu'il est d'une nationalité, statistiquement, il a une chance sur 200 pour que ce soit un Français, à peu près. Et du coup, va se poser la question d'une union éventuelle. Sous quel régime? Dans quel droit? Est-ce que je me marie dans le pays dans lequel d'abord, est-ce que je me marie? D'abord, déjà, la première question qui se pose. Et puis, si je me marie, dans quel droit? Est-ce que je le fais sur place dans le pays où je suis actuellement? Est-ce que j'attends de rentrer en France? Il y a énormément de questions qui se posent, auxquelles les conseillers des Français à l'étranger peuvent être amenés, peuvent être sollicités.
Donc, ça vaut le coup, là aussi, je pense, et nous y avons pensé, nous, à La République En Marche, vous préparez des journées, des sessions, des fiches qui puissent vous informer, vous ayez au moins un minimum, on ne sera pas forcément des experts, mais au moins vous proposez des personnes ressources qui pourront vous aider à trouver les réponses à toutes ces questions. Et puis au-delà de ça, après, eh bien, une fois qu'on se marie ou qu'on se met en ménage, c'est assez courant qu'il arrive des enfants. Et là, à nouveau, des tas de questions peuvent se poser. Je voudrais attirer l'attention sur un point particulier parce que moi, comme parlementaire, j'ai souvent été sollicitée sur cette question-là. Le VIE part tout seul. Il part avec tout un tas de protections sociales et puis il change de statut en cours de route. Il va trouver un boulot sur place, il va rencontrer un conjoint. Et je voudrais attirer l'attention sur un point, l'assurance santé et la préparation de la retraite. C'est vrai, quand on a 25, 26, 27 ans, la retraite, ça paraît très loin, puis beaucoup partent en disant « Oh, de toute façon, dans le système français, j'aurai jamais rien, je n'arrête pas d'entendre dire dans l'actualité que de toute façon, le système va mourir, va péricliter, qu'il n'y aura plus rien. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez bien que nous, notamment, c'est battu, on se bat pour pérenniser ce système. Donc, la retraite, il faut y penser dès qu'on a 25 ans. C'est plus facile, ça coûte moins cher d'ailleurs quand on s'y prépare tôt. Il ne faut pas oublier que quand on tient entre les mains un passeport français, ça veut dire qu'à tout moment, même à l'autre bout du monde, même à 65 ans ou plus, on peut à tout moment rentrer en France avec son passeport français, ce que beaucoup de personnes nous envient, par parenthèse, et que donc à ce moment-là, c'est quand même drôlement pratique d'avoir pensé à préparer sa retraite plutôt que de dépendre d'un minima social auquel on aurait droit de toute façon en rentrant en France, mais qui n'est pas forcément facile pour vivre tous les jours. Donc voilà, des parcours de vie finalement qui sont de plus en plus fréquents et pour lesquels à chaque étape, il faut se poser les questions du coup dans un contexte particulier parce qu'on peut se retrouver au Mexique avec un conjoint, je ne sais pas quoi, nicaraguayen, futur conjoint, et puis là, zut, comment je vais faire pour rencontrer un avocat qui puisse m'expliquer comment ça se passe en droit français, comment ça se passe dans le droit mexicain, dans le droit nicaraguayen, comment je vais faire tout ça. Ce n'est pas facile et je pense que c'est là que dans ce réseau des conseillers des Français à l'étranger, on a forcément des gens qui ont une expertise sur un sujet donné qui peut nous intéresser. Et j'en reviens du coup à cet outil dont nous a parlé Stanislas Guérini tout à l'heure, qui permettra à nos conseillers des Français de l'étranger élus de communiquer non seulement avec leurs administrés, mais aussi entre eux pour partager les bonnes pratiques, de l'information et des compétences. Et je pense que ça nous sera particulièrement utile sur le droit des personnes. Et puis un dernier petit mot, parce que ça, c'est pas drôle, Pierre-Yves a évoqué tout à l'heure le cas des enfants qui étaient enlevés. Alors, sur ma circonscription, je voudrais en dire un mot parce que c'est un problème particulièrement aigu avec le Japon. Il n'y a pas que la France qui soit concernée, mais tout un tas de pays. Quand il y a eu un mariage binational entre un conjoint français ou européen ou américain et un conjoint japonais, c'est souvent, l'essence dans lequel j'ai vu, c'est plus souvent une femme japonaise. Et voilà, la culture japonaise, on en revient à la culture qui était le sujet du précédent, l'avant-précédent table ronde, veut que lorsqu'il y a un divorce familial, plus souvent, la garde des enfants est confiée à la maman et le papa disparaît de la vie de la famille et ne revoit pas ses enfants. C'est très souvent comme ça. Et du coup, dans notre culture à nous, c'est évidemment inacceptable, on ne peut pas l'entendre. Et ça fait des enfants qui disparaissent des soins, de l'amour, de l'affection de leur père français. C'est extrêmement douloureux. Il y a des actions qui sont, il y a des associations, là ceux que ça intéresse, il y a des associations de pères ou de parents qui se sont constituées pour partager de l'information, pour essayer de voir comment faire avancer ce dossier. C'est extrêmement lent, c'est 10 fois trop lent pour les parents qui sont concernés, évidemment, mais il faut que vous soyez assurés que l'ensemble des parlementaires qui ont été saisis sur le sujet, le ministère des Affaires étrangères qui a été saisi aussi. Moi, j'avais même saisi la ministre de la Justice aussi sur le sujet. Je peux vous dire que tout le monde a ce sujet dans les radars et qu'il n'y a pas une visite officielle avec des officiels japonais pour que le sujet ne soit pas évoqué. Donc voilà, c'est un sujet qui avancera un jour. Vous dire quand, on aimerait pouvoir vous donner une date, c'est vraiment impossible à ce jour. Mais voilà une situation aiguë pour laquelle, voilà, je vais vous dire en tout cas qu'il y a une action des parlementaires. Merci encore à tous. Je ne sais pas si Pierre-Yves, tu voulais dire un mot de conclusion après cette heure un petit peu lourde, mais tellement utile et on en a absolument besoin. Ah oui, j'ai oublié une chose. Pour préparer la suite, je voulais souligner un point important, la notion de testament. Et qu'on peut tout à fait préparer son testament, y compris l'enregistrer en France.
c'est tout à fait possible. Il existe un site internet sur lequel on peut déposer son testament, mais on ne peut faire qu'un seul testament. On ne peut pas faire un testament, par exemple en Allemagne ou en Thaïlande, et puis un testament en même temps en France. C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux. C'est très important de le prévoir, de le préparer, et notamment quand on a des enfants. Là, je vraiment pointer ça du doigt. C'est important d'avoir prévu ne serait-ce que qui aura la responsabilité des enfants. Je vous le dis parce que, bon, vous le savez, j'habite Singapour, et à Singapour, si les 2 parents venaient à disparaître, les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de Singapour. C'est franchement pas la solution que je recommande à beaucoup de personnes, car elle n'a rien à voir, même si notre aide sociale à l'enfance a beaucoup d'améliorations à apporter à son fonctionnement, énormément même. Il peut y avoir encore des méthodes encore différentes de ce que nous avons chez nous. Donc, il faut vraiment y penser, et notamment pour protéger nos enfants. Voilà ce que je voulais ajouter sur la notion de testament. Pierre-Yves, je te laisse la parole si tu as un mot de conclusion peut-être à apporter. Si Anne, c'est vrai ce que tu dis sur la question testamentaire. On doit en parler là aussi davantage et inciter nos compatriotes à l'étranger dans une logique précautionneuse, hein, la même que celle qui finalement gouverne depuis le mariage jusqu'à la fin de vie à l'envisager. Donc, je voulais conclure et remercier l'organisation de nos 24 heures d'avoir permis à ce thème d'être débattu, parce que j'ai conscience que ça ne fait pas partie des choses joyeuses et que naturellement, parce qu'on aime plutôt une vie gaie, on n'ira pas parler de ça en premier lieu. Mais la vérité de nos vies à l'étranger nous expose cependant à l'insécurité juridique se rattachant à la question de droit de la famille, et il est important de pouvoir finalement résumer ça en un mot, c'est construisons la sécurité juridique pour nous-mêmes et pour les nôtres. C'est important, il faut pouvoir l'expliquer, c'est le job bien sûr de nos postes diplomatiques et consulaires, mais c'est le job des conseils consulaires et des conseillers des Français de l'étranger, parce que vous êtes, vous tous, et je l'ai été moi-même durant un bon bout de vie, en osmose avec le pays dans lequel on vit. Et donc, on doit pouvoir s'en servir pour cibler ces éléments de priorité sur lesquels il y a besoin de communiquer et d'alerter. Et je pense qu'il faut faire ça. Mieux vaut penser presque dans une logique assurantielle à ce que seront nos vies à l'étranger à horizon de 40-50 ans et la vie de nos enfants et petits-enfants. Et c'est pour ça que merci Anne, merci à l'organisation de nous avoir permis d'échanger 1 heure sur ces sujets et je l'espère de continuer à le faire au-delà de cette campagne, au-delà du mandat qui s'ouvrira, parce que des étapes sont à construire. Le régime matériel du droit de la famille à l'échelle transnationale dont on a parlé 1 minute ou 2, on peut l'écrire. C'est juste une question de volonté politique et d'États partenaires, mais après tout, on peut en faire une priorité. Merci. Merci à toi Pierre-Yves, merci à Frédéric et merci à Fabrice. Et puis un dernier mot, une situation qui statistiquement pour tous les Français qui habitent à l'étranger, qui pourrait se produire, c'est la perte d'un parent qui serait en France. Et là, bon, à titre personnel, il se trouve que je suis un peu dedans en ce moment. C'est compliqué à gérer depuis l'étranger la disparition d'un proche. Et je ne parle même pas des fermetures de frontières dans certains pays en ce moment. Et là, je pense que là aussi, les conseillers des Français à l'étranger, moi, j'aimerais pouvoir mobiliser, je vais être en contact prochainement avec une notaire en France à qui je voudrais expliquer ce qu'il est possible de faire quand on est à l'étranger, ce qui n'est pas possible de faire. Ce matin, par exemple, Amélie de Montchalin soulignait le fait qu'il y a des numéros de téléphone en France qui ne sont pas accessibles depuis l'étranger. C'est des choses simples. Évidemment, les structures en France n'ont pas idée que ça ne puisse pas être accessible depuis l'étranger. Pourtant, dans ces situations douloureuses, parfois, on peut avoir besoin d'y avoir accès, ne serait-ce que pour avoir simplement de l'information. Donc là, il y a aussi un travail très important à faire, parce que statistiquement, ça nous arrivera tous si nous restons longtemps à l'étranger. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. On s'en sort. On s'en sort. Enfin, moyennant des complications, du stress, dans un moment où, franchement, on a surtout envie de se centrer sur la perte de l'être proche qui était en France. Voilà, on va terminer sur ces mots un petit peu douloureux. Merci encore à tous les trois, et on voit là encore tout le rôle
extrêmement important que peuvent jouer les conseillers des Français à l'étranger en matière d'abord de repérage. Là aussi, on peut avoir des citoyens qui se trouvent dans une situation difficile, qui n'osent pas en parler, qui cherchent parfois un peu de l'information partout, qui ne savent pas trop où la trouver. Et c'est là que plus que jamais, nos conseillers des Français à l'étranger peuvent être présents, que leurs coordonnées soient connues, qu'ils soient parfaitement identifiés pour pouvoir rapidement apporter l'information qu'on espère, nous, en amont, pouvoir leur donner au niveau du mouvement et pouvoir ainsi les aider et aider nos compatriotes à passer ces étapes parfois extrêmement difficiles que la vie peut nous présenter.